Je te vois merveilleusement bien. Bien. T'es pas ébloui par la lumière Ébloui par ta lumière, Ah, par la mienne. par ton pull, par... Voilà. Il te plaît, je t'offrirai le même si tu veux. Alors, je sais plus où je l'ai acheté, mais je vais enquêter. Il a travaillé sur Massacre à la tronçonneuse, Rambo, Highlander, Abyss, Mask, Les Maîtres de l'Univers, Les Mini-Pouces, G.I. Joe, True Romance, Jurassic Park, Demolition Man, La Liste de Schindler, Seven, Harry Potter à l'école des sorciers. Il a été le rebelle à la généreuse crinière Lorenzo Lamas, le docteur Mancini dans Melrose Place ou encore Edward Nygma dans Batman Forever. Mais il suit depuis 1987 un comédien unique, mis sur le devant de la scène par les frères Cohen, John Turturro. Il a également fait Gary Oldman dans les Batman de Nolan, et il fait régulièrement l'épouvantail dans les dessins animés, séries et jeux vidéo du Chevalier Noir. Vincent Violette vient nous parler méthode et partager avec nous sa vision d'un artisanat qu'il a hérité de son père. Allez, en moto Simone. Le premier souvenir distinct que j'ai de ta voix, c'est sur Melrose Place et le docteur Mancini, que je regardais en rentrant de l'école. C'est une série que tu dirigeais également. C'est quoi pour toi Melrose Place ? Bon, Melrose, évidemment, c'est une grande tranche de... une bonne partie de ma vie, puisque je ne sais même plus combien il y a eu de saisons, mais c'était une longue période. Et puis, c'était une période où on prenait beaucoup plus de temps, où on faisait un épisode par un épisode. Donc, il y avait une régularité dans le travail et dans les rencontres, les retrouvailles avec les camarades, qui s'étalait dans le temps de façon assez... sur une période assez longue. Donc, c'était vraiment un grand et long et très bon souvenir, parce que il y a une foule de camarades qui sont passés, et voilà, non seulement des permanents, mais aussi des guests, voilà. Donc, il y a eu un brassage énorme sur cette série. C'est toi qui avais la main sur la distribution ou Non. Non, okay. Non, puisque c'était à la Sophie. Ouais. Et qu'à la Sophie, c'était les secrétaires qui étaient chargés de prod et qui faisaient les distributions. D'accord. Alors, parfois, on pouvait donner notre avis, hein, mais en général, c'était en amont. Et donc, nous n'avions pas de droit de regard sur la distribution. Ça t'a dérangé, ça, ou pas du tout ? Ah non, c'est une façon de travailler qui est particulière, mais qui se défendait. En plus, les secrétaires connaissaient très très bien leur travail, et ils connaissaient très bien les comédiens. Voilà, donc, non, c'était... en général, ça se passait très bien. Ils pouvaient de temps en temps avoir une opinion un peu divergente sur l'emploi d'une personne sur tel rôle, mais ça restait relativement rare, et non, ça se passait en très très bonne intelligence. Chouette, alors, tu me rassures. Cette série avait quelque chose de visuellement suspicieux parce qu'elle traitait d'une petite copro où il n'y avait que des top modèles et des Apollons. Il n'y avait que des bombes atomiques à l'image, c'était dingue et peu crédible. Mais on regardait parce que ça avait un côté fascinant aussi, en fait. C'était marrant. Ah oui, évidemment. Mais, vous devez rire, vous, en voyant... Ah, c'est moi, lui ? Ok, d'accord. Oui, mais il y avait énormément de séries comme ça. Hein. Tout de même, c'était l'ère du temps. Et, les années top modèles. Les années top modèles. Hein. Mais beaucoup de séries étaient du même acabit. Hein. Alors bien sûr, avec le recul du temps, on a le jugement qui va avec. Mais à l'époque, ça paraissait effectivement normal que ça se passe comme ça, que ce soit des personnages qu'on ne rencontre que rarement dans la vie tout de même. Oui, rarement. Voilà, mais ou alors je veux bien l'adresse de Melrose Place. Si tu l'as gardée dans un coin, tu nous diras. Mais ça, c'est le privilège du doublage, de brasser énormément. On voit énormément de choses, d'œuvres. Et on voit ce que j'adore. On voit le meilleur comme le pire. Et on voit vraiment le reflet d'une société, le reflet d'une époque, au travers de tout ce qu'on double, que ce soit des 35, que ce soit des films d'auteur, que ce soit des séries, grand public. Voilà, je trouve que pour ça, le doublage est génial, parce que c'est un point de vue, c'est un mirador sur le cinéma et l'audiovisuel d'une époque. Et que nous, on peut en parler en connaissance de cause, parce que nous sommes des tâcherons, et on voit le meilleur comme le pire. Ouais. On voit tout.
Et on passe de l'un à l'autre, c'est ça qui est merveilleux. Puis il y a ce recul aussi, cette objectivité en te disant ah oui, on voit défiler tout ça. Pourquoi être devenu comédien? Pourquoi pas? C'est vrai? C'est un métier comme un autre, c'est bien. Non, mais alors là, vaste question. Une mouche t'a piqué d'un coup? Voilà, écoute, 7 ans de psychanalyse, je te donnerai la réponse, mais je sais pas si tu as le temps là tout de suite. On le prend si tu veux. Non, de multiples raisons m'ont poussé à ça. Tu avais des parents artistes? Mon père, oui, mon père était comédien. Il était dans la troupe de Jean Vilar au TNP. Il a fait partie de la création du Festival d'Avignon. Voilà, il était après il était dans les Mains Sales de Sarthe. Enfin, il jouait énormément au théâtre. Il faisait de la télé aussi. C'est ça qui t'aurait mis le pied à l'étrier, tu penses, du coup? Non. Enfin, oui, non, oui, bien sûr que oui, évidemment que oui. Mais il faisait partie d'une génération où il ne parlait pas de son métier. Mon père, lui, il mangeait tôt, il mangeait un petit truc vers 6h, 6h30, et puis il partait. Et je ne savais pas où il allait. Il partait jouer, tu ne savais pas où il allait? Non. Il partait au TNP, voilà, après, plus tard, je ne savais pas. Mais il y avait une raison particulière? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Non, il n'y avait aucune restriction, aucune honte de ce côté-là. Seulement, c'était son métier. Les enfants n'avaient pas... ça va. Et très souvent, on disait « Ah bah, ce soir, on mange tôt parce qu'on va regarder la télé, parce qu'il y a papa qui passe à la télé. » Ah, marrant. Et donc, je voyais mon père. Alors, parfois, c'était en direct. Donc, parfois, il n'était pas là. Il était en direct à la télé. C'était la grande époque des directs. Et puis parfois, ça avait été enregistré, donc il était à la maison, et je le regardais. Je me souviens que quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qu'il fichait là, dans cette boîte à images. Je ne savais pas si c'était son métier, si c'était quelque chose qu'il faisait en plus, et qu'il avait un métier inavouable qu'il n'osait pas me dire. Agent secret. Agent secret, proxénète, enfin des tas de choses. J'imaginais plein de choses. Et ce n'est qu'assez tard, je pense vers 13 ans, je lui dis, écoute, je sais que tu y jouais pièce d'Anouilh, je crois. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je voudrais bien te voir. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais enfin, mon chéri, pourquoi? Ah ouais? Je lui ai dit, pour savoir ce que tu fais. Oh bah oui, si tu veux. Mais il était plutôt décontenancé que je lui pose cette question. Ça lui paraissait assez saugrenu. Là aussi, c'est une question de génération. Maintenant, les enfants, ils savent tout. Du métier. Ah oui, ce qu'il fait, ce que papa fait. Ah oui, il fait le comédien et tout ça. À la maison, ils s'en cachaient pas, pas du tout. Ouais. Mais voilà, c'était son métier, ce n'était pas le domaine des enfants. Et tu as des frères et sœurs? J'avais un frère qui est décédé malheureusement très jeune, 61 ans, qui était monteur son. Et t'es le seul à lui avoir posé la question à ton papa? Ton frère, c'est si, je pense que Francis, mon frère aussi, voilà. Mais c'était comme ça, c'était de fait. Puis on savait que oui, il était comédien, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Et puis on voyait, à la maison, il y avait des amis qui venaient, voilà, qu'on voyait souvent à la télé ou avec des personnes avec lesquelles mon père jouait. Mais voilà, il ne se livrait pas plus. Donc tu as dû être immergé dans la culture malgré tout, ou sans le savoir? Sans le savoir. Il y avait de sa part aucun volontarisme. Voilà, il était très très laissé libre, de faire ce qu'on voulait. Il nous imposait absolument rien. C'était un homme excessivement tolérant. T'avais l'impression que c'était son jardin secret, qu'il y avait quelque chose qu'il voulait pas partager? C'était plus simple que ça. Ouais, ok. C'était beaucoup plus simple. Ah ouais, c'est marrant. Il n'y avait pas du tout de... non, il ne se protégeait pas. C'était simplement comme ça, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas la même fascination qu'il y a aujourd'hui pour l'image et pour les gens qui sont sur scène, et c'est peut-être pour ça qu'il prenait avec plus d'humilité? Je pense que c'est toute cette génération, hein, je vois les gens qu'il fréquentait, il y avait ce côté d'artisanat, et même quand il parlait justement avec le TNP, avec Vilar, et quand on lit les écrits de Vilar, il y a ce côté d'artisan, d'ouvrier, de façonnier. Vilar en parle merveilleusement bien.
Et mon père a été baigné de cette culture et de cet état d'esprit. Les correspondances de Villard avec Gérard Philippe aussi sont édifiantes là-dessus. Et voilà, et après, quand j'ai posé des questions à mon père, il me dit, mais t'as connu Gérard Philippe? Ah oui, Gérard, j'ai très bien connu, oui. Mais ça représentait pas plus que ça pour lui. C'était c'était une énorme vedette, c'était quelqu'un qu'il a beaucoup aimé. Mais voilà, on ne mettait pas ça en avant. Il n'y avait pas le côté Strass de Cannes, du festival. Du tout, absolument pas. Marrant. Non, du tout. Quand est-ce que ça a été créé, le festival de Cannes? Je sais pas. Là, je dirais une bêtise, je ne sais pas la date. Ouais, je sais plus non plus. Et comme je ne capte pas, je peux pas vérifier malheureusement, mais ça m'intéresserait de voir et de savoir pourquoi. Et surtout à quel. Est-ce que toi, tu aurais une idée ou un souvenir d'un moment qui t'a fasciné? Est-ce que c'est le petit écran qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré par le métier, tu saurais? L'espace de liberté que représentait le jeu. Que ce soit, alors sur scène, moi, principalement j'ai beaucoup fait de théâtre, puis je continue, c'est que c'est en dehors du monde, et quand on est sur scène, c'est là où on dicte notre loi. Pendant 1h30, nous sommes maîtres de l'univers et on dicte la loi. Voilà comment on va penser, ou débattre, ou discuter, ou proposer une vision de l'univers, de la société. Et donc, on est totalement maître du jeu. Et normalement, pendant 7h30, aucun huissier ne va monter sur le plateau pour vous saisir. Il ne se passera rien, si ce n'est vous, votre vision du monde que vous avez à donner pendant ce moment-là. Donc c'était une échappatoire? Non, c'était une façon de créer le monde, voilà. Et puis moi j'étais commencé à travailler dans les années 75, je suis sorti de la rue Blanche, 74, 75. Et donc on croyait sincèrement, fermement, profondément forger un public nouveau. J'ai fait énormément de travail en scolaire et des choses de qualité, parce qu'on était convaincus qu'on allait apporter la bonne parole par le théâtre et former le public d'aujourd'hui. Résultat, qu'est-ce que ça a donné? Pas autant de satisfaction que ça aurait dû? Non, très loin de nos espérances. Ah, un peu de frustration? Pourquoi? Parce que la réception n'a pas été à la hauteur de ce que vous vouliez, ou? Je sais pas. Des tas de facteurs font que, non, on n'a pas ouvert comme on aurait voulu. Et effectivement aussi, peut-être dans l'ancienne tradition du théâtre populaire, il y a encore énormément à faire. Et je ne sais pas si un jour on y arrivera, à ce que ce soit vraiment, à revenir vraiment, que ce soit un lieu où le peuple débat. C'est le manque de partage ou le manque de dialogue avec la scène, et entre le public et la scène qui te... Non, je crois que c'est tout de même une bulle qui reste inaccessible pour bon nombre de gens, et que plus ça va, plus le fossé se creuse. Qu'est-ce qui est inaccessible? Et que l'accès à la culture, l'accès au théâtre, l'accès à la pensée se rétrécit comme peau de chagrin sur une minorité de gens qui vivent beaucoup entre eux. Il y a un entre-soi, un refermement, je trouve, par rapport à ce que j'ai connu et par rapport aux aspirations dont je suis issu, de tradition familiale et de ce que j'ai vécu moi dans mes années de formation. Voilà, je trouve que il y a un enfermement. Voilà. D'accord, tu voulais ouvrir et t'as senti ou t'as vécu quelque chose qui qui se des bastions qui se referment, et puis l'accès à la culture n'est pas encore pour tout le monde, loin de là. Tu parles principalement des tarifs d'une place de théâtre? Des tarifs, puis de la pénétration dans les couches sociales. Ça reste un luxe, ça reste vraiment... effectivement, déjà, quand on a de quoi bouffer, accessoirement, après, on peut
voilà, mais les conditions de vie sont tellement difficiles actuellement pour nombre de gens que ça reste un luxe qui est inaccessible, et on ne fait pas énormément de choses pour aller vers la population. Il y a des choses qui se font, hein, je me tiens au courant tout de même. Et puis bon, c'est pas parce que moi, voilà, j'ai un petit peu baissé les bras et que ça n'existe pas, qu'il y a des gens qui travaillent toujours, qui font un travail très sur le terrain. Baisser les bras, tu irais jusque-là? Pardon? Baisser les bras, tu dis ça vraiment? Oui, par la force des choses, arrivé à un certain âge, on a moins de... C'est vrai que, à mon âge, je vais pas parcourir les banlieues en voiture avec le matériel, voilà, où on se voit à 6h du matin, ce que je faisais, mais alors, avec une joie et les doigts dans le nez quand j'avais 20 ans. Voilà, forcément, on devient un petit peu plus... Le cuir s'endurcit. Comment décrirais-tu l'exercice du doublage à un profane? Alors, le doublage. Padam. Le doublage, un profane. Un profane comédien ou... Pas forcément. Bon. Allez, le tout venant. Le doublage, ne nous berlurons pas, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Voilà. C'est une idée folle que de coller la voix d'un individu sur un autre individu qui n'est pas lui ou elle. C'est absolument dément. On n'a pas le droit de faire ça. C'est une trahison de l'intégrité d'un être humain. Un être humain, c'est un physique, une voix, des yeux, voilà, une morphologie, voilà. On n'a pas le droit de faire ça. C'est une trahison terrible. Voilà. Ok. Non, bien sûr. Mais, une fois qu'on a dit ça, voilà. Parce que les détracteurs, le doublage, mais quel scandale. Rassure-nous quand même. Mais comment peut-on faire ça? Oui, camarades, on est bien d'accord. C'est honteux de faire ça. Alors, on va passer que des films en VO tout le temps? Ouais. Sur le petit écran, encore une fois, tu penses à l'accès à un plus grand, grand public. Oui. D'accord. Oui. Alors, je suis un petit peu en rébellion contre ça, parce qu'effectivement, j'entends toujours de la part d'une certaine intelligentsia du métier, mais comment peut-on faire ça? Mais c'est honteux, d'accord. Alors, votre film, s'il est exploité dans un autre pays, bien sûr, vous allez refuser qu'il soit doublé. Et donc, tout d'un coup, on arrive à trouver des... Ou tout au moins, voilà. Ça devient moins rigide. Ça devient moins rigide. Et puis alors, voilà, on trouve des commandements. Bon, enfin, on n'en parle pas. Hein. Le doublage, c'est la maîtresse cachée du cinéma. Oh, voilà. C'est joli, ça. Mais oui, tout à fait. Parce qu'on l'emploie tout le temps. On l'exploite constamment. Et on n'en parle jamais. En dehors de... Et alors, dites donc, vous faites du doublage, vous êtes bien payé. Hein. Dites donc. Alors ça, ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais sur ce que ça représente, sur ce qu'est le doublage, on n'en parle pas. Voilà, tout le monde dit c'est honteux, on ne peut pas faire ça, mais comment? Non. Mais n'empêche qu'on n'arrête pas de faire du doublage et de passer des œuvres doublées en français. Si c'est autant scandaleux, et je suis d'accord, hein, sur le fond, je suis profondément d'accord, mais trouver un système qui permette d'exploiter et de faire comprendre une pensée dans différentes langues, sans passer par le doublage, et là, alors, champion du monde. Alors, évidemment, peut-être que l'IA va arriver à ça. Évidemment, peut-être. Bon, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a encore du chemin à faire, de mon point de vue. Et tout au moins, en l'état actuel des choses, avec la pratique du doublage qui se fait communément, depuis que le cinéma existe, l'idée de mettre du sens sur des images, depuis que le cinéma existe, quand il y a des cartons, c'est déjà du doublage. Quand il y a de la musique bastringue dans une salle de cinéma
qui fait brrr quand c'est dramatique et plom 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 quand c'est gai, c'est déjà l'idée de donner du sens par le son. Donc, plutôt que de trouvons un moyen, trouvons et reconnaissons que c'est un pis-aller, c'est très mal, mais c'est l'une des meilleures solutions, parce que le sous-titrage est aussi une bonne solution, mais le sous-titrage est partiel, et parcellaire, ça ne donne pas l'entièreté du sens. Et puis, quand vous lisez le sous-titre, vous n'êtes plus dans les yeux de la personne qui s'exprime. Même chose au théâtre, quand vous êtes avec une pièce surtitrée, si je suis comme ça, je perds le vivant. C'est une autre partie de mon cerveau qui travaille, c'est l'intellect, je lis, j'analyse, mais je perds l'essence, la chair qui est devant moi. Alors, je retombe, et alors ce travail de passer de l'un à l'autre, moi, m'épuise. Parce que je ne sais plus, je ne sais plus si c'est le phénomène de lecture qui me guide, ou si c'est le ressenti de l'émotion, de ce qui se passe, des choses qui se passent entre les êtres vivants, ce spectacle, mais fait par des êtres vivants, qui m'attirent. Donc, c'est bien, le sous-titrage, mais c'est pas génial non plus. Il y a des manques, il y a des carences. Et parfois, un bon doublage fait dans de bonnes conditions, si on accepte cette idée de trancher à vif et de couper la voix, cette dichotomie de mettre une voix différente sur un, c'est pas mal si c'est bien fait, si il y a une écriture intelligente. Tu parles de l'adaptation. L'adaptation, et pas une écriture artificielle, c'est-à-dire adaptée à un public français, une langue française, c'est-à-dire pas une traduction Google, parce qu'elle est peaufinée, elle est travaillée pour le public, donc tenant compte des particularités de la langue réceptrice. Après, si ça s'est respecté, après le travail de choix des comédiens, de trouver les bons comédiens qui correspondent parfaitement, ou le mieux possible, ou le moins mal possible, d'accord, on est d'accord. Si on suit toutes ces étapes, si la détection est bien faite, toutes les échelles avant d'arriver à l'enregistrement et après au mixage, si tout ça est bien respecté, je trouve que ce n'est pas honteux. C'est un artisanat qui est tout à fait respectable et qui rend compte du sens. Et d'ailleurs, moi j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup France Culture, et on a de cesse, sur cette radio que j'adore, mais dès qu'on peut tacler, on est désolé, on a passé l'extrait en VF, mes amis, passez-le en VO, qu'est-ce qui vous en empêche ? Et tout d'un coup, on passe pas en VO. Mais on ne peut pas s'empêcher même de dire du mal. On passe en VF, mais on dit tout de même du mal. On peut pas, c'est plus fort. Moi, je dis, mais passez tout ça en VO. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, il n'y a qu'une personne qui avait eu, je trouve, une démarche assez honnête. Oui, honnête, c'est une question d'honnêteté. C'était dans l'émission de philosophie, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, c'était Adèle Vendrette, qui passait un extrait en original, tout de suite après, le même extrait en français. Alors, bien sûr, l'extrait était plus court, mais au moins, je trouve qu'il y avait une sorte d'honnêteté intellectuelle à faire ça. Je préfère ça, et puis elle ne prenait pas par vous avez les deux. Que des gens qui passent en français en disant on vous passe en français, mais oh non, alors c'est pas bien. Je trouve ça... Et puis, c'est nier tout de même que le doublage fait partie du cinéma, depuis que le cinéma... Alors, on parlait avant du cinéma même, mais depuis qu'il est parlant, c'est pas tant, on a fait... ça existe, ça fait partie intégrante du cinéma. Pourquoi ne pas le reconnaître avec ses carences, avec ses faiblesses, avec tous les manques? Mais on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire ça n'existe pas. Il y a des gens qui le disent ? Oui, bien sûr.
qui traînent tellement ça dans la boue qu'on n'ose pas en parler. C'est une réalité. Et ça touche les gens. Je vous assure que quand vous allez vraiment en province, les gens, ils reconnaissent les voix, ils sont... Voilà, c'est quelque chose de très populaire. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. C'est un artisanat, c'est pas là où on fait fleurir notre métier au plus haut degré. Hein. Pour faire fleurir le virtuose, vous avez... la caméra, vous avez le théâtre, vous avez la radio, Mais ce travail d'artisanat me plaît parce qu'il est vraiment populaire. Et qui permet alors là, pour le coup, à des gens d'accéder à des œuvres que peut-être ils n'auraient pas l'envie de regarder si c'était en suédois, en coréen. C'est pas honteux. Les consciences ont beaucoup évolué. Depuis ces dernières années, les gens s'intéressent de près au doublage et aux techniques. Et ça s'est très démocratisé. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu une époque que tu as vécu où Alors, à toi de me dire est-ce que tu avais l'impression de pas pouvoir en parler un peu à la manière de ton papa qui parlait pas de ce qu'il faisait. Toi, tu disais pas je fais du doublage, tu disais plutôt je fais du théâtre, ou il y avait une espèce de gêne quelque part parce que tu savais comment c'était perçu, ou pas de ton point de vue, mais... Du tout. Ah non, Okay. j'ai toujours assumé de faire cette partie du métier, voilà. Ce qui m'empêche pas de faire du théâtre, mais... Alors, la prise de conscience de ce que représente le doublage, je l'ai pas eu tout de suite. Hein. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai commencé à faire du doublage parce que ça mettait un peu de beurre dans les épinards et que quand on est jeune comédien, et oui, c'est agréable de travailler une demi-journée, de bien gagner sa vie, et ça permet aussi de faire des choses à côté, de faire du théâtre dans des conditions qui parfois sont très difficiles. Donc, au début, je ne me posais pas la question. Au début, c'était vraiment une chose qui était bienvenue, une nécessité qui était vraiment utile pour moi, pour ma vie, simplement. Mais à force d'en faire, voilà, soit ça devient machinal et puis ça devient une routine, soit on se pose des questions, et puis peu à peu, voilà, je me suis interrogé, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? Et pourquoi depuis si longtemps ? Et puis pourquoi il y a des gens qui font ça, voilà. Et puis j'ai vu passer, puis je vois encore des comédiens, mais absolument remarquables, qui font du doublage. Et on ne peut pas dire, je sais pas, moi, quand vous travaillez avec des gens de la comédie française, que l'on voit dans des spectacles absolument fabuleux et qui sont merveilleux, et voilà, et ils sont géniaux quand on les voit sur scène, et le lendemain matin, quand ils sont derrière un micro pour faire du doublage, ce seraient les plus mauvais comédiens de la Terre. Ça est incohérent. Voilà. Tu as travaillé sur des dessins animés que je regardais tout petit, comme Mask, les maîtres de l'univers, les Mini-Pouces ou G.I. Joe. Tu as connu ce qu'on appelle l'âge d'or du doublage. En quoi cet âge était-il doré ? Il était doré parce que on était jeunes, gays et insouciants. Je pense que mes jeunes camarades qui ont 25 ans actuellement, ils trouvent que c'est la période dorée. Et puis voilà, je pense que chaque génération trouve que c'est la période dorée. Moi, je pense que la période dorée, c'est celle qu'on vit. C'est là maintenant d'être ensemble, de discuter. Voilà, ça, c'est la période dorée. Mais effectivement, oui, voilà, on a connu plein de gens. Mais c'était l'insouciance de la jeunesse, comme actuellement, il y a la même chose parmi nos jeunes camarades. Ouais, il n'y avait pas quelque chose de plus particulier ? C'était toujours mieux avant. Évidemment. Pas toujours, voilà. Non, je pense que il y avait plus de temps. Ça oui. Ok. Ça oui, ce qui fait, ce que je te disais tout à l'heure, mettons que sur Melrose ou plein de séries comme ça,
on se retrouvait, donc voilà, on prenait beaucoup plus le temps d'être ensemble, de se connaître. Maintenant, quand on fait une série, alors je parle, mettons, d'une série de 8 épisodes, on vient enregistrer 2 fois, puisqu'on fait tout notre rôle à la suite. Et puis souvent maintenant on est seul, depuis le Covid on a appris à travailler seul, ce qui a des avantages aussi, faut pas... Il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages, parce qu'on est très focalisé sur notre travail. Voilà, donc ça n'existait pas, donc c'était plus lent, donc il y avait plus un esprit d'équipe, parce qu'on voyait les gens au quotidien. Là maintenant, effectivement, on fait 2 séances, 3 séances au maximum, et puis salut. Ah oui, t'étais sur telle série? Oui, mais ça a été très fugace dans ma vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi les années 80-90? À quel point de vue? Dans mon métier? Du métier déjà? Peut-être autre chose ensuite, mais... Un travail incessant et une boulimie de travail. Par choix, rassure-moi. Ah oui. Ah oui, je ne pourrais pas faire... Mais c'est pareil actuellement. Je travaille tout le temps. T'as pas levé le pied? Tout le temps. Ah non. Non, alors là aussi, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas concevoir de m'arrêter de travailler ou de chercher, ou de... je ne parle pas que du doublage, là, on fait depuis 5 ans des lectures qui s'appellent les Spicilèges, 1 fois par mois. On fait des lectures autour d'un thème, donc on cherche des textes. Ça veut dire que tout au long de l'année, tout au long des mois qui s'écoulent, on lit, on débat, on fait des textes. C'est qui on? Les Spicilèges, c'est Simon Volodine, Jérôme Wiggins et moi-même, qui avons fondé ça il y a 5 ans, c'est au Lavoir Moderne parisien. La prochaine date est le 3 décembre, qu'on se le dise. Ok. Avec l'ami Xavier Fagnon. Edwige Lemoine, bonjour. Voilà. D'accord. Venez nombreux. Et voilà, donc ne serait-ce que ça, c'est un travail incessant. Ouais. Plus des projets de pièces, plus le travail maintenant, comme je dirige, les préparations, tout ça. C'est quoi les textes que vous choisissez? Vous les créez vous-même? Ah non, du tout. C'est des lectures. C'est des lectures. On prend un thème, et donc il y a ce qu'on appelle un fil rouge, c'est-à-dire un texte qui va être plus long, qui va être lu, qui est plus long que les autres, qui fait à peu près une 30aine de minutes, et d'autres comédiens vont apporter une petite mosaïque de textes, toujours sur le même thème, mais d'auteurs totalement différents, de continents différents, de genres différents, et voilà, c'est assez sympa. C'est très... Ça se passe en journée, là, en soirée? En soirée, c'est le soir, à 20h30, au Lavoir Moderne parisien, qui est un très beau lieu et qui a une programmation formidable que j'admire beaucoup, et voilà, que je vous appelle à suivre, parce que vraiment, le travail qui est fait là-bas est remarquable. Combien de temps ça dure, une de vos lectures? 1h20. Ok, comme une pièce. Comme une pièce, voilà. Alors ça dépend, parfois ça peut être un peu plus court, un petit peu plus long, mais on essaie de ne pas excéder 1h30, parce que, c'est bien. D'accord. Et ça, c'est très sympa. Donc tu nous rappelles le théâtre? Lavoir Moderne parisien, rue Léon, dans le 18e. Et la prochaine? Mardi 3 décembre, à 20h30. Qu'on se le dise. Venons nombreux. De 92 à 97, il y a un bellâtre à Catogan qui se balade sur nos écrans. Je veux bien entendu parler de Le Rebelle avec Lorenzo Lamas. Tu incarnes le dit rebelle et tu diriges aussi la série, si je ne m'abuse. C'est ça? Je pense que c'est peut-être Jean Drose qui a commencé à la diriger. D'accord. Ok. Et que j'ai dû le reprendre après. T'as pris le relais. Ouais. Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette aventure? Quels souvenirs en gardes-tu, si tu en gardes? Excellente, là aussi, excellent souvenir. Toujours la Sophie? Non, non, c'est Jean Drose. Ah oui, là, c'était l'Européenne de doublage, Jenny Gérard, évidemment grande dame du
doublage. Mhm. Et voilà, avec Hervé Bellon, voilà, c'était un délice. Ça avait duré Je sais 5 pas. ans, c'est ça, oui. C'était long aussi. Ouais. C'était très long. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait Highlander avec Pierre Dourlans en même temps, Mhm. et que les héros avaient exactement la même coupe de cheveux. Du coup, dans ma tête, les images des deux séries se superposent un peu. Tu te rappelles de l'histoire du rebelle ? C'était quoi en fait ? Parce que moi, je vois un gars sur sa moto qui roule. Ah, je sais plus. Ah ouais, bon, ok, bah, Et pareil. la moto, il est recherché. Je pense qu'il doit y avoir des méchants qu'il faut. C'était un hors-la-loi ? C'était quoi ? Oh oui, mais hors-la-loi, accusé faussement. à tort, je bien pense sûr. Je pense qu'il y était pour rien, ce pauvre garçon. Voilà. Mais parfois, j'ai du mal à me souvenir un peu de. Oh, bah, y a pas de souci. On a dit pourquoi tout à l'heure, on a vu pourquoi. J'ai vu que tu avais joué dans Watani, Un monde sans mal, un film de Med-Ondo. Ah, Pourrais-tu nous parler de cette expérience ? Voilà, Med. Et comment était Med comme réal, par exemple ? C'était Med-Ondo. On le suivait, on l'aimait. Voilà. C'était un homme très charismatique, très fort, avec une force de conviction énorme, avec un engagement lui aussi, mais fabuleux. Enfin, voilà, et il montait ses films tant bien que mal, mais il est à fond. C'est quoi ce film ? Watani, tu te rappelles un petit peu de l'histoire ou de ce que tu faisais dedans ? Non, je me souviens qu'on terminait avec Pascal Henwick et Patrick Poivet, on terminait mort dans le canal de l'Ourcq et qu'on avait tourné au mois de novembre et que on a fait je ne sais combien de prises où on sautait dans le canal et après on était mort comme ça et que au bout d'un certain nombre de prises c'était très froid. Au mois de novembre ? Oui. Dans le canal de l'Ourcq, ok. Parce que c'est plus compliqué même qu'au mois d'août et c'est mieux. Okay, et que là aussi, à chaque fois qu'on sortait, comme c'était compliqué, il y a un Zodiac qui tournait autour de nous pour nous filmer. Alors il y avait toujours un problème. Et à chaque fois qu'on sortait de l'eau, Med nous disait mes amis, c'est superbe. Mais on va en refaire une. Il faudrait en refaire une petite. Oui, on le regardait. Ah oui. Tu l'aurais suivi au bout du monde. Oui, bien sûr. Mais comme un metteur en scène, comme en qui on a confiance. Ouais. Et à qui voilà. T'avais beaucoup travaillé avec lui ? Avec Med, on a beaucoup travaillé, ouais. beaucoup. Et voilà, on s'appréciait, on était amis, vraiment très amis. Et, bon. Mais alors lui, c'était une grande et belle figure, et du doublage et du cinéma et il a vraiment marqué son époque. Et moi qui l'ai entendu sur tellement d'œuvres, j'ai l'impression d'avoir vécu des moments avec lui, tu vois. Oui. Je l'ai pas connu, mais j'ai l'impression c'est fou, hein, quand même cette impression. T'es dans ton salon, il est là, il y a sa petite voix quelque part. Et puis c'est des films géniaux. C'est le film de Beverly Hills que j'ai vu 1000 fois. C'est toujours. Et puis non seulement on parlait du doublage qui était honteux entre guillemets, il rendait lui ou Patrick, tu vois, ils avaient ce côté je rentre dedans et je croque le personnage et du coup t'entendais plus, ce qui a peut-être dérangé certains metteurs en scène, je sais pas, mais ou certaines stars éventuellement, mais moi je trouvais qu'ils rendaient leurs personnages géniaux, entiers, forts, avec une personnalité tu vois, qui plus grand que l'écran, qui sortait de l'écran comme ça. Ils ont inventé la 3D avant le cinéma 3D avant l'heure. Enfin bref, donc Med-Ondo, hein, grand homme. Avec Patrick aussi, c'était fabuleux, vraiment. Ouais, belle époque. Belle époque, oui. Mais actuellement aussi, je te jure qu'il y a des comédiens parfois, et là d'autant plus en direction, où j'écoute, mais c'est de la belle ouvrage. Aujourd'hui aussi, ça t'arrive encore d'être... Bien sûr. Ah oui. Bon, chouette. Des comédiennes et des comédiens, mais magnifiques. Mais là aussi, bon, c'est pas à tous les coups. Puis ça dépend aussi de l'œuvre qu'on a à doubler. Bien sûr. Comme disait ma grand-mère, on tire pas le sang d'une pierre.
On ne Si- tire pas le sang d'une Tu tires pierre. pas le son d'une pierre. Si tu as une œuvre qui est absolument lamentable, Ah, tu vas pas en faire un chef-d'œuvre. Et tu vois, d'accord, je c'est vois. pour ça, faut comparer ce qui est comparable. Quand on se moque en disant ah oui, les feux de l'amour ou t'as écouté en original comme ils jouent? Ah non, nous on a des mauvais comédiens en France, mais eux quand ils s'y mettent, Ouais. ah oui, ils relèvent le gant, hein, largement. Il faut comparer ce qui est comparable. Absolument. Et si nous parlions de l'immense John Turturro, cet homme est génial et fou. Il est phénoménal dans les films des frères Cohen qui l'ont mis sur le devant de la scène. Il s'avère que tu le suis régulièrement depuis 1987. Tu te rappelles à qui tu le dois? Génie, Tony Gérard. PM Production, génie. Hmm. Ouais. Que penses-tu de lui, ce comédien? C'est un plaisir de le retrouver. Il me surprend à chaque fois, enfin je sais qu'on dit ça de beaucoup de comédiens, mais c'est vrai, enfin là on s'aperçoit du travail que cet homme doit faire. Je le connais pas, j'aimerais bien le rencontrer, hein, bien sûr, évidemment. Mais rien n'est laissé au hasard, tout est pensé, la moindre chose, le moindre... tout est étudié, tout est... Tu crois Mais- que c'est un stratège comme ça ou tu Ah crois... oui, je suis persuadé. D'accord. Je suis persuadé que c'est quelqu'un qui travaille. Enfin, moi, je trouve que ce que je vois à l'image, ça semble... Alors après, avec le délié après du vrai beau travail, c'est que ça a l'air de rien. Ouais. Ça semble tout à fait surgir comme ça. Hmm. Mais je pense que... Enfin, et c'est pour le voir de film en film et de rôle en rôle, je pense que c'est un bourreau de travail et que... voilà, il a une maîtrise absolument fabuleuse de ce qu'il est, de ce qu'il fait passer. Et voilà, qu'il a un engagement, mais alors là aussi, c'est tellement entier, tellement fort, c'est très difficile. Enfin, non, c'est pas très difficile. C'est relativement plus facile. Parce que même si on est à 50%, même allez, 80% de ce que lui propose, ce qu'il amène à l'image est tellement fort que ça, de toute façon, ça te hisse. Est-ce que tu ressors d'une séance, tu l'as suivi, fatigué? Est-ce que tu as l'impression qu'il draine comme ça ton énergie? Fatigué, non, mais très concentré. Voilà, on est vraiment très, très, très... Enfin, moi, je sais que je suis vraiment... Mais j'observe tout parce que je vais essayer de ne rien perdre. Quand tu regardes la boucle et il fait ses facéties comme ça, tu la regardes une fois, tu la regardes plusieurs fois, qu'est-ce que tu regardes particulièrement? Sa gestuelle, Ça dépend là aussi, ça dépend des films, ça, comment lui, il a travaillé. Il y a des fois où il est très monolithique, hein, où ça se passe juste là. Ouais. Et puis des fois, effectivement, comme tu dis, il y a tout le corps voilà, espèce de grand machin qui se désarticule. Et voilà, donc... non, a priori, je regarde d'abord l'image, uniquement l'image, rien que l'image. Et voilà, et après, on prend connaissance du... Et là aussi, c'est quand le texte est bien écrit, c'est pas la peine de le lire 25 fois. Si on a bien écouté l'original et que le travail d'auteur, c'est un travail d'auteur. Si l'auteur a bien fait son métier, on lit une fois, puis on comprend. On a les appuis, tout est respecté. Et voilà, c'est pas... c'est marrant ça. Ça se fait Enfin, c'est facilement. marrant. C'est intéressant que tu restes absolument sur l'image quand tu regardes la boucle. Alors, peut-être notamment à chaque fois, mais notamment sur lui. L'image. Et puis après, si j'ai besoin de lire ça dépend, si c'est une scène compliquée où il y a beaucoup de texte, avec des ruptures, parfois je lis 2 fois le texte sur la rythmo. Ouais. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Et puis parfois aussi, ça peut arriver que
on écoute une fois et on a envie d'y aller tout de suite. Ouais. On n'est pas pareil tous les jours. On n'est pas. Il y a des fois, on est un diesel et il faut faire chauffer la machine. Parfois, on a du mal à articuler parce que c'est le matin. Et puis parfois, on arrive, on est frais comme une rose, on a dormi 3 heures et puis on ne sait pas pourquoi, c'est l'état de grâce. Mais c'est pareil au théâtre. C'est les fois où on est le plus claqué, le plus dans l'abandon. On cherche le moins à prouver que souvent on est. La magie opère. La magie opère. Mmh. Parce que, oui, on baisse les armes et que on y va. Tu le fais pas mal au début et puis vous êtes plusieurs dessus. Mais depuis Transformers en 2007, tu sembles le garder, il me semble. Hein. J'ai une question un peu curieuse à te poser. Guy Chapelier m'a dit qu'il avait eu du mal à trouver Christoph Waltz. Je sais pas si tu vois celui qui fait le méchant dans Inglourious Basterds. Parce qu'il est prognate. John Turturro l'est encore davantage. Il en joue d'ailleurs pas mal à l'écran. Comment tu gères ça, toi ? Est-ce que c'est une difficulté, un obstacle, ou est-ce que t'en fais fi complètement Du physique ? Ouais, ce côté, vraiment, il joue vraiment avec son visage. Ah non, moi je fais très attention à la morphologie. Des comédiens que j'ai à doubler, parce que j'essaie de trouver une ressemblance. Alors, parfois c'est très c'est 3 fois rien, mais j'essaie de... Parce qu'effectivement, la forme de la mâchoire, voilà, induit très souvent une façon de parler, même parfois les yeux. Hein, tout ça, voilà. Donc je m'attache beaucoup au physique, énormément. Et même quand je fais des distributions, je trouve que quand il y a quelque chose qui correspond, tu parfois castes un peu au physique. C'est infime, parfois c'est des plis autour des yeux ou les ailes du nez. Enfin, c'est très, parfois c'est rien, mais ça fait penser. Ça me fait penser à une telle ou un tel. Ah oui. Et alors, je trouve que pour moi, ça marche pas mal de m'inspirer, d'essayer de trouver une similitude. D'accord. Et en tout cas, moi, quand je double, oui, je regarde beaucoup le visage. J'essaie de... Ce qui voudrait dire que si tu fais un John Turturro, et puis tu fais autre chose entre-temps, et puis, mettons, 6 mois plus tard, tu le retrouves, ta voix correspondrait ? Ta voix matcherait ? Parce que tu vas le travailler de la même façon, vu que c'est la même personne ? Oui, je pense qu'il y a une familiarité quand tu doubles un comédien régulièrement. Il y a tout de même toute une étape qui est déjà enclenchée, ouais. D'appropriation, de façon de parler, de scansion parfois de la voix, de faire des césures à certains endroits, pas à d'autres. Ça se retrouve d'une fois à l'autre. Même si la personne change avec son personnage, évidemment, se transforme, se modifie. Mais il y a tout de même, les cordes vocales sont les mêmes, même si c'est travaillé différemment. Enfin, voilà, on a déjà une petite étape d'avance parce qu'on a déjà une patte qu'on a travaillée, qu'on a pétrie. Tu aurais, grosso modo, cherché à le trouver la première fois ou les premières fois, et puis après, tu rentres comme dans des chaussons à chaque fois que tu le retrouves ? Pas comme dans des chaussons, il est tellement différent, mais oui, enfin, il y a une familiarité qui existe. Mais c'est le cas aussi quand tu fais une série. Alors là, finalement moins, puisque ça va vite, mais voilà, quand tu as un personnage sur des séries au long cours, voilà, après, tu retrouves ton personnage plus facilement, évidemment. Ouais. Je l'ai vu dans Severance, il y a pas longtemps. J'ai adoré cette série. Tu t'es bien amusé dessus ? Ah oui. Il est encore étonnant. Il est, j'ai envie de dire, presque plus sobre que d'habitude. Ah oui. Ce qui le rend encore plus touchant. Et il y a aussi
Christopher Walken. Bien sûr. Et il y a une scène qui est... moi, j'avais les larmes aux yeux où ils sont tous les deux devant un tableau du 19e siècle. Oui. Et ils regardent. Et Ils s'effleurent la main. Ils se prennent la main, ils s'effleurent la main. Ouais. Et il y a je trouve une transmission de ces deux générations d'acteurs qui cherchent le même but, qui regardent le même tableau. Et il y a une filiation, une transmission que je trouve d'une beauté, ça m'a ému. Bouleversé. Ah oui, j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Parce qu'ils ils se disent, mais 3 fois rien. Et dans le regard de ces deux comédiens, on sent qu'il y a... les non-dits sont forts. Tu as l'impression de lire chez eux le respect mutuel qu'ils ont l'un pour l'autre. Exactement. Exactement. C'est chouette. Ils ont creusé le sillon dans le même sens. Et voilà, il y a l'autre, il est un peu plus jeune, mais voilà, ils regardent dans la même direction. Ah, mais magnifique série, je recommande vraiment beaucoup. La saison 2 va pas tarder d'ailleurs, donc je trépigne. Oui. Très belle série, dirigée par Alexis Thomasian. Ouais. Et très très bien. François Dunoyer sur Christopher Walken. Eh ben, je vais te dire que je ne sais pas. Tu l'as pas, vous avez pas parce que enregistré je ensemble. n'ai pas enregistré avec lui, mais c'est tout à fait possible que je crois. Je peux me tromper, mais je crois. Il me semble que la dernière fois que tu l'as doublé au cinéma, donc John Turturro, c'était dans The Batman. Et c'est amusant parce que ta voxographie est parsemée du chevalier noir plein partout. Alors je tente de résumer. Tu fais notamment l'épouvantail dans la superbe série animée avec Richard Darbois. Ensuite, tu fais Edward Nygma au cinéma dans Batman Forever, interprété par Jim Carrey. Puis tu fais Gary Oldman, qui incarne le moustachu commissaire Gordon dans la trilogie de Christopher Nolan. Puis Marc Lesser te met sur l'épouvantail dans les jeux vidéo Batman Arkham. Ça fait beaucoup de Batman, tout ça ? Ah oui, une espèce de Batman, leitmotiv. je fais tout Batman, et puis je passe la serpillière une fois qu'on a fini d'enregistrer dans le studio. Voilà, Es-tu familier avec l'univers du justicier masqué ? Est-ce que tu lisais les BD étant jeune, par exemple ? Ou pas du tout ? Non, t'es tombé dedans par hasard, finalement. Oui, par hasard. Ok. Qui est l'épouvantail ? Tu saurais nous dire un peu ? Du tout ? Ok. Non, question suivante. Ok, d'accord. Bon, d'accord, ça marche. Alors oui, j'ai une question par rapport à l'épouvantail. L'épouvantail, c'est un psychiatre qui devient fou. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai une question par rapport à ça. Comment jouer la folie avec justesse et sans systématiquement tomber dans la caricature ? Version violette, après. Ah bah alors ça, mon bon ami, je ne saurais vous dire. Que tu l'as fait plein de fois, l'épouvantail est fou. Ça, pour le doublage, je ne saurais dire. Parce que sans le support de l'image, je ne sais pas. Est-ce que tu as incarné des rôles similaires au théâtre ? Avec une certaine folie, comme ça. Oui, enfin, moins que dans l'univers même de Batman, où il y a un côté même exagéré, parodique, enfin voilà, qui est moins souvent au théâtre, on pas poussé à ce degré-là, mais oui, des sadiques, des fous, oui. Dans La jeune fille et la mort, je faisais le médecin qui est tout de même... Pas net. Oui, tortionnaire, voilà. Oui, donc qui joue avec la folie. Alors dans ces cas-là, est-ce que tu aurais quelques clés pour jouer la folie de façon... Non. Non ? Non, vraiment pas. Ça dépend du texte. Tu t'appuies sur le texte ? Même là, dans la panne qu'on avait jouée, un vieux juge assez démoniaque, et voilà. Non, là, c'est le travail de répétition avec le metteur en scène. Pour savoir à quel degré tu mets le curseur. Quelqu'un qui
T'es là pour te driver. Est-ce que ce sont les rôles extrêmes les plus intéressants? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Tous les rôles. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est de changer, de passer de l'un à l'autre. Voilà, j'ai pas un registre de prédilection. J'aime changer, voilà. Et alors là, surtout pour le doublage, oui, j'adore passer d'un univers à l'autre. J'adore ça. Le matin, tu fais un truc. L'après-midi, tu fais autre chose totalement différent. Donc, t'as aucune préférence? Si, au moment où je le fais, je suis à fond dans ce que je fais, mais j'ai pas de... Non. T'as pas cette réaction chic, c'est un fou, ou chic, c'est un tueur en série? Non, parce que si tu fais si tu travailles sur la folie uniquement et tout le temps, au bout d'un moment, c'est gavant. Voilà, il faut se reposer l'esprit avec d'autres choses. Hein, voilà, ne faire que... Tu vois, ce serait stupide de ne faire toujours qu'un seul type, un seul registre, de travailler toujours sur un seul registre. Travailler à fond, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux aussi de se dire, voilà, comme pour une pièce, de la jouer et de se dire, au bout de 30, 50 ou sans représentation, on passe à autre chose. De ne pas tomber dans une routine. Une routine, oui. À quel point c'est important justement de rafraîchir son logiciel quand on passe d'un rôle à un autre? Tu penses que c'est essentiel? Enfin, tu penses que c'est ça qui fait que tu peux passer d'un rôle à l'autre, justement, le fait de... Ce changement, en fait, si tu passes d'un rôle à l'autre et qui sont similaires, tu t'aurais moins de... Quand tu te confrontes à un rôle que tu n'as pas encore travaillé, ou pas de cette façon-là, c'est toujours une remise en question. Donc c'est ça qui est enrichissant, c'est de se dire, voilà, alors ça, je vais l'attaquer comment? Par quelle face? Par quel biais? Et puis c'est toujours un challenge par rapport à soi-même, de se dire, voilà, comment moi, avec ma personnalité, voilà, je vais pouvoir aborder effectivement la folie, l'amour, la mort, la coiffure et tout ce que tu veux. Tout dépend, voilà, de ces... Voilà, je me débrouille comment avec ça? Comment moi je vais aller chercher à l'intérieur de moi des choses que je soupçonne pas. Tu t'es déjà dit la marche est trop haute? Pas la marche est trop haute, mais parfois ça m'est arrivé d'avoir du mal à trouver, et d'y arriver. Et puis parfois, là je parle au théâtre, parfois ça se fait pas tout de suite, c'est pas le jour de la première où on est parfois ça met du temps pour arriver à exprimer ce qu'on veut, à la quintessence de notre recherche, dépoussiérer, débarrasser de toutes les scories et tout ça. Parfois ça met du temps. En attendant Godot, où j'ai joué le personnage de Lucky pendant je ne sais plus combien d'années, ça a été très long, le travail pour arriver pour trouver le personnage, ou en tout cas ce que tu avais envie. envie. C'est l'un des personnages les plus difficiles que j'ai eu à travailler. C'est plus exaltant, j'imagine, de... Comme tu disais, c'est exaltant, mais aussi parfois tu dis, merde, je trouve pas. Je trouve pas, ou ce que je trouve, c'est, je sais pas, je suis pas content. Et voilà. Comment tu fais dans ce cas-là pour donner une interprétation de qualité alors que t'es pas content toi-même de ce que tu proposes pour le personnage? D'abord, moi, je m'en remets à la personne qui dirige, à la metteuse en scène ou au metteur en scène, à la directrice de plateau, en doublage, ou directeur de plateau. Voilà. Quand je suis comédien, mais je suis... Aux ordres. Ah, je suis aux ordres, mais aux ordres. Et on est très mauvais juge, enfin, personnellement, pour moi, c'est ma sauce.
Mais quand je passe, voilà, je suis très mauvais juge de moi-même, et donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me guide. Oui, Voilà. Alors bon, il y a des gens avec lesquels on est plus ou moins en confiance, mais moi je fais totalement confiance à la personne qui me dirige. D'abord, voilà, c'est elle, voilà, elle est payée pour ça, c'est son boulot, donc j'écoute. Et j'essaie de faire au mieux. Voilà, si ça se passe entre gens de bonne intelligence, il n'y a aucune raison pour que ça aille mal. T'as jamais peur qu'on t'emmène sur des fausses pistes? Parfois, ça peut paraître des fausses pistes, et puis à l'arrivée, on se dit, c'était pas si bête que ça, tiens. Ah oui, elle m'a fait sortir de quelque chose que... Voilà. Et puis parfois, ça ne pas. Parfois, on se dit, bon, pas très content. Comme je te disais, hein, c'est pas gagnant à tous les coups. Ouais. Pas... On a évoqué Batman et le commissaire Gordon. Gary Oldman, l'un de mes comédiens préférés, pour tout avouer. Quel caméléon, quel virtuose. Tu l'aurais fait dans 7 films. Quel privilège, non? Gary Oldman. Bah oui. C'est un sacré monument. Oui. Il y a un film sur la guerre en Irlande. Là, je crois qu'il a produit, qu'il est un des films les plus violents et les plus durs que j'ai fait. Est-ce que c'était... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas lui qui l'a réalisé, hein, c'est lui qui l'a produit. Hein. Je crois qu'il l'a produit. Je dis peut-être des bêtises. Mais enfin, je me souviens de ce film qui m'avait bouleversé. Qui était... C'était quelle année? Je sais pas, ça monte bon... Dans les années 90, par là, non? Ouais. Je crois que... je sais plus le titre. Dans cette période, il avait demandé à Luc Besson, qui connaissait de Léon, de le produire, en fait. Donc, parce qu'il avait vraiment envie de réaliser quelque chose de personnel. Ah oui. Ouais. Donc c'est peut-être celui-là dont tu parles. Je sais pas. Mais voilà, un homme qui est fabuleux parce qu'il est comédien, tout ça, mais il fait aboutir des projets qui lui tiennent à cœur et sur des sujets qu'il défend. Il fait jamais 2 fois la même chose. Jamais 2 fois. C'est incroyable. Non, jamais. Et il y a même un film où il faisait un mec complètement déjanté avec un jeune mec, et ils adorent. Enfin, ils se retrouvaient avoir un bébé entre les bras, ils s'occupaient du bébé. Enfin, mais un film, une espèce de grosse pochade, mais lui là-dedans, mais c'était personne ne s'y attendait. Ouais. Et c'était très 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 drôle. Mais il a toujours des rôles étonnants. Et puis tout au long des années 90, il est toujours là où on l'attend pas. Il propose quelque chose d'inattendu. Et puis après, effectivement, il a commencé à être connu. Et puis donc il a été plus sur le devant de la scène, le devant de l'écran, dans les Harry Potter, dans les choses comme ça. Mais c'est vrai que il me fascine. Il est extraordinaire. J'ai vu il y a pas longtemps le making-of d'un de mes films préférés, qui est le Dracula de Coppola. Et ouais, le voir au travail, c'est... Ouais. Je paierais pour le voir au travail. Est-ce que lui ou un autre comédien à l'image t'a déjà enseigné quelque chose? Ah oui. Ah oui. On apprend tout le temps. On apprend aussi des mauvais, hein. On apprend aussi beaucoup Mais si, évidemment. T'apprends ce qu'il faut pas faire dans ces cas-là. Oui, bien sûr, mais il faut apprendre de tout, hein, tout le temps. Quand on double quelque chose qui paraît pas bien, une daube, oui, une fois qu'on a dit c'est une daube, il faut le faire bien. Et il faut le faire au mieux, parce qu'autrement, on peut toujours dire non, je le fais pas. Hein. À partir du moment où on accepte de le faire, où on signe le contrat, voilà, une fois qu'on a bien rigolé en disant oh, c'est pas bien, hein. Ok, maintenant on y va, et puis on le fait le mieux possible. Mais moi j'en tire toujours un enseignement. Et puis même sur ce que je disais au début, tu vois, sur la façon de filmer, les lumières, tout ça, moi ça me... Parfois tu as un truc, bon, pas terrible. T'aurais des clés pour élever une daube? C'est ce que je disais, tu peux pas. Non. Tu essaies de faire mieux, tu essaies de faire au mieux, mais voilà, c'est pas... tu peux pas... Ouais, tu peux pas sortir de l'image non tu plus. peux pas sortir de l'image, c'est pas... Ouais. John Turturro, Gary Oldman,
Des poids lourds. De manière générale, est-ce qu'il y a un comédien sur lequel tu te délectes plus particulièrement? Pas forcément ces deux-là, mais des gens dont on n'a pas parlé. Oui, des comédiens ou des... Ou quand on t'appelle, tu dis chic. Tu sais que tu vas. Oui, bien sûr, des comédiens comme ça, évidemment, c'est du pain béni. Mais si, il y a ce comédien que j'avais fait dans une série dirigée par Barbara Del Sol, un gros mec, peut-être qui était assez loin de moi, mais je me suis régalé. Je ne sais plus comment ça s'appelait, cette série. Sur des traders. Ok. Voilà. Enfin bref. Oui, parfois il y a des choses. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce côté-là? C'est qu'il était Parce que à l'opposé de toi. Pour le coup, il était à l'opposé de moi et je me suis amusé parce que c'est en fin de compte, tu vois, quand je dis mais m'accrocher à quoi? Et là, il n'y avait pas grand-chose. Donc quelque part, sous la direction de Barbara, ça m'a laissé une immense liberté. Mm-hmm. C'était tellement loin que tout d'un coup, je me suis senti autorisé à foncer dedans sans me poser 100 000 questions. C'est un peu l'inverse de ce que je disais, mais voilà. Là, ce qui m'a motivé, c'est de me dire, j'y vais. Fonce, de toute façon, j'ai rien à perdre. Voilà. C'est marrant parce que je me suis amusé, mais comme un fou. Ça fait 2 fois que tu... Rick Hoffman, je crois qu'il s'appelle. Comment tu dis? Il me semble que c'est Rick Hoffman, me semble-t-il. Peut-être. Que je ne connais pas. Je ne me trompe pas. Ça fait 2 fois que tu évoques la liberté. La première fois, c'était quand tu parlais d'avoir commencé le métier. C'était que tu avais cet espace de liberté. Et là, tu parles évidemment d'être éclaté parce que ça t'a offert une liberté. C'est une récurrente chez toi? C'est quelque chose que tu cherches particulièrement ou tu peux pas vivre sans? Oui, je te dis, le théâtre, pour moi, c'est un espace de liberté. Le micro et le doublage, c'est aussi un espace de liberté avec des tas de contraintes. C'est merveilleux, t'as des tas de choses à respecter. Et à l'intérieur de ça, il faut que tu trouves ton propre espace d'interprétation et de liberté. Mais j'adore toutes ces contraintes qu'on te met. Mais comme quand tu tournes, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes pas un pas après, pas un pas avant, tu t'arrêtes là. Voilà. Et à l'intérieur de ça, oui, puis tu te mets de profil, non, comme ça, pas plus, non, c'est trop, non, le regard un peu plus bas. Et à l'intérieur de ça, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais. Vas-y, sois libre, propose. Voilà. C'est le cadre du peintre. Du cadre du peintre, tout à fait. Je vais citer quelques-uns des films sur lesquels tu as travaillé. Alors t'inquiète pas, je vais pas te demander de me raconter l'histoire à chaque fois. Mais... Alors on s'accroche. Massacre à la tronçonneuse. Ah oui. Rambo. Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Highlander, Abyss, True Romance, Jurassic Park, Demolition Man, La liste de Schindler, Seven, Harry Potter, À l'école des sorciers. As-tu un préféré parmi ceux-là déjà? Non. Tu veux pas t'attirer les foudres des fans? Non, bien sûr, mais c'est tout. Des Quel est ton genre de film à toi? Quand tu regardes, quand tu vas au cinéma ou quand tu regardes à la télé, c'est quoi ton genre de prédilection? Je crois que je suis assez bon public. Ça dépend de l'humeur. Quand c'est bien fait, je suis, voilà, je me laisse prendre et je suis assez ouvert à, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai plus d'attirance peut-être pour effectivement des films d'auteur, T'as des films préférés? Pardon? Tu as des films préférés? Oui, j'en ai plein. Vas-y, je t'écoute. Non, ça peut remonter. Mais non, parce qu'il y a aussi toute ma culture cinématographique tu vois, que quand j'étais petit, quand j'ai grandi, ça fait une somme de films considérable. Et puis ça serait... T'es cinéphile? Non, je ne suis pas cinéphile. Je ne suis pas cinéphile parce que... Alors, le revers de la médaille du fait de faire beaucoup de doublage et puis de diriger, donc ça veut dire que parfois le soir je suis chez moi, je visionne des films. Ouais.
J'en fais dans la journée, j'en visionne le soir. Je suis parfois un peu saturé d'images. Je comprends complètement. Et donc, et je le regrette. Alors là, je suis désespéré parce que je l'étais, je le fus. Mais là, effectivement, avec l'image, j'ai un petit peu autant. Le théâtre, je peux en manger tous les soirs et quand je joue, j'y vais avec un immense plaisir. Autant l'image, parfois, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, l'écran, c'est l'écran qui. Ouais. Ouais. L'écran. Euh, Simplement, même, ne serait-ce que maintenant, sur le point de vue visuel, j'ai un peu de mal. ouais, je comprends. Encore une fois, la fatigue fait et puis, ouais. Tu as aussi fait des livres audio. Ah oui. Comment ça se passe et que penses-tu de l'exercice? C'est l'exercice le plus difficile qui existe. Oh. Ah oui, là, j'adore la radio. Enfin, là, je trouve ça, mais alors là aussi, c'est un espace de liberté formidable. Sur un plateau j'adore ça. Mais le livre audio, c'est terrible parce que là, tu es tout seul. Avec une personne qui te dirige et puis un ingénieur du son, bien sûr, qui sont là pour te surveiller. Mais tu es tout seul avec ton livre et tu n'as pas une seconde où ton esprit peut s'échapper. Ne serait-ce que pour tu vois, comme quand tu ouvres une fenêtre pour avoir un petit coup d'air frais et puis te remettre au travail. Là, tu ne peux pas, tu es constamment dessus. Donc moi, je fais que des séances de 4 heures, je fais pas une journée parce que je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Et déjà, alors là, quand tu disais, est-ce que tu sors fatigué d'une séance de doublage, ça peut arriver d'être un petit peu, mais non, pas trop. En revanche, sortir d'une séance de lecture, oui, parce que tu es sur, voilà, toujours, tu peux pas avoir le droit à la moindre voilà, Errance. Merci. Mm. Ton esprit doit être toujours focalisé sur et la pensée, toujours. Tu peux pas lâcher. Parce que si tu lâches, ça s'entend. Et voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de très belles œuvres, Dostoïevski, voilà, j'ai fait quasiment tout. Enfin, j'en ai fait énormément. Et voilà, ça se dit pas comme le bottin. Tu les prépares avant, tu les lis plusieurs fois avant? Oui, alors c'est aussi un travail, mais énorme, parce que je lis d'abord une fois entier, même Crime et Châtiment, je l'avais lu quand j'étais gamin, donc je l'ai relu une fois, et ensuite je lis toujours la veille ce que je vais enregistrer le lendemain. Et je le lis posément chez moi le soir, je travaille pour bien m'imprégner de ce que je vais faire le lendemain. Donc ça me demande une somme, un temps mais considérable. Ouais, je vois. Parce que je fais des annotations, ne serait-ce que quand il y a 3 personnages qui parlent, dit un tel. Bah oui, mais dit un tel, ça vient à la fin de la phrase. Donc il faut bien noter qui parle pour pas changer de voix, mais ne serait que dans l'attention. Ça allait être ma question. Est-ce que tu interprètes les personnages de différentes façons? Alors de différentes façons certainement, mais peut-être dans le rythme, mais pas forcément dans le timbre. Pas forcément dans le timbre, Ouais. puisqu'on joue tous, et effectivement, il y a une femme, je ne vais pas faire une voix ça serait ridicule. En revanche, oui, il y a une façon de parler, et puis là aussi, la personne qui dirige est là pour aussi dire too much. Non. Je vois. Pas trop. Tu trouves donc que c'est l'exercice le plus plus difficile. Difficile et du coup le plus intéressant ou? C'est très intéressant. J'adore ça. Mais c'est très fatigant mais c'est passionnant. Et puis il y a des moments. Et alors c'est drôle parce que en lecture il y a des moments qui sont émotionnellement qui sont proches parfois du travail qu'on peut faire, soit au théâtre, soit devant la caméra. Il y a des moments d'émotion. Moi, ça m'est arrivé de pleurer, enfin d'avoir les larmes aux yeux, de me laisser prendre. Voilà, donc, on maîtrise, on n'est pas là pour chialer, mais d'être, vraiment très ému de ce que je lisais. C'est que tu es sur la bonne voie si c'est dans ces Pas cas-là. forcément. Ah ouais? Pas forcément. D'accord.
Je me souviens, alors je sais, tiens, je crois que c'était sur Tortoro une fois, Ouais. où il y avait une scène de larmes, et, euh, et j'y vais, et je pleure, ouais, à fond. Et je sais plus qui me fait, c'est bien, ah, tu y vas. Puis j'étais en larmes. Hein. Bon, et ben maintenant on va travailler la scène. Parce que c'était D'accord. pas bon. Et il avait D'accord. raison. D'accord. Et c'est pas parce qu'on pleure que, voilà, on pleure parce qu'on est ému, mais c'est pas, Mais c'est une preuve de bonne volonté. oui, voilà. Mais qu'est-ce qui n'allait pas au-delà de ça? C'était pas simplement que tu n'étais pas en place. C'était pas purement la technique. Ah non, c'était pas la technique, c'était c'était vraiment simplement aussi l'émotion que tu c'était véhiculais mon pas. émotion de petit comédien qui se laisse aller, vous voyez comme je suis bien, je sais pleurer. Ouais, c'était pas dans l'image du tout. Alors c'est cruel quand tu dis, waouh, ah ouais, attends, t'as vu, je sais pleurer. Hein. Ouais. Aïe. Et on dit, bah non. Et tu écoutes et tu fais, non, effectivement, ok, bon. C'était quoi? C'était en retrait? Non, c'était trop, puis c'était à côté. Ah, oui. Donc, dans ces cas-là. Ça correspondait pas du tout. Il aurait fallu que le comédien original retourne la scène en fonction des pleurs que moi j'avais fait, qui étaient très bien. Ah bah c'est envisageable. Attends, je Ben passe un coup de oui, fil. mais évidemment. Ils y mettent une mauvaise volonté parfois. Tu diriges également des séries, notamment comme Mike Hammer, le rebelle, Melrose Place, Walker, Texas Ranger, Nash Bridges. C'est quoi la direction artistique pour toi? C'est arriver à avoir une vue d'ensemble alors qu'on travaille sur des fragments, hein. Travailler vraiment petit bout par petit bout. Ne jamais perdre l'idée générale de l'œuvre. J'entends par là, alors bon, c'est gentil tout ce que tu as signalé. Bon, depuis plusieurs années, là, je travaille surtout beaucoup pour Arte. Et je fais beaucoup de, de choses pour Arte où je me régale. Parce que c'est toujours des choses passionnantes. Et voilà. Et justement, oui, nous, on travaille, voilà, notre boulot, c'est de dire les mots. Donc, on travaille sur les choses où ça parle. Hein, c'est-à-dire qu'on travaille par petites sections qu'on appelle des boucles, qui sont des sections où ça cause. Mais avant, il se passe des scènes silencieuses, voilà, ou des outs, il n'y a pas, il y a pas de parole. Et alors, quand on a le temps et les moyens, et On les regarde. ce qui arrive souvent quand je travaille pour Arte, où tu peux montrer aux comédiens, dire, voilà, tu vois, ils sortent de la voiture, et ça, ils se retournent sur le perron, parce qu'il espère que... Et là, il va rentrer, ou elle va rentrer, etc. Donc tu peux. Mais parfois, tu es obligé, quand c'est assez bavard, d'en tenir. Voilà. Donc, c'est être maître d'œuvre, travailler le détail qui nous intéresse dans la scène qui nous intéresse, sans jamais perdre l'idée générale et maîtresse. Voilà. Et de savoir comment tout ça va s'imbriquer. Voilà. Ne pas rester ce qu'on a tendance à faire au début, sur l'instant, sur ce qu'on travaille, voilà, sur la virgule à tel moment. Ok, c'est très important, il ne faut pas le négliger, mais comment ça s'articule dans un tout. Ça me fait réfléchir. Il t'arrive de faire des formations? Oui. Quelles sont les idées reçues des jeunes comédiens qui se lancent dans le doublage sur l'exercice et que tu dois combattre? Ils viennent pour faire beaucoup. Ils sont obnubilés par le synchronisme, la synchro. La technique. La technique. C'est épouvantable. Et du coup, il n'y a pas d'âme.
Ah ben, ils ne pensent qu'à ça, les pauvres. Ils sont, je leur en veux pas. Hein. On leur dit, ah oui, c'est une technique, allez, vous allez apprendre la technique. Non. Ce qu'on demande, et en tant que directeur artistique, je veux du jeu. D'abord que ça joue. Même, à la limite, que ce soit pas dans l'image. Quand je disais de pleurer, et ne pas dire, ok, t'es pas dans l'image, mais au moins tu proposes. Hein, comme au théâtre, tu y vas. Bon, allez, maintenant, on va calmer les choses, on va cadrer, mais il y a une force de proposition qui est là. Et beaucoup de comédiennes et de comédiens arrivent avec l'idée que on va leur apprendre une technique, on va leur donner des clés, des outils. Or, c'est pas ça. S'il n'y a pas le jeu, ça sert à rien, les outils. Je me permets de citer mon ami Jean Barnet, qui a une très belle formule, et je suis désolé, Jean, je la pique, mais elle est savoureuse. Il dit, voilà, quand il fait des formations, il dit, vous prenez le conducteur du bus là, qui m'a emmené ici. Vous le faites venir, et puis moi, je vais lui apprendre qu'il faut parler quand ça passe devant la barre, et puis, quand c'est pas écrit, vous parlez plus, puis quand ça reprend, vous allez parler. Pour être conducteur de bus, il faut être intelligent, il faut être vif, il faut repérer s'il y a une voiture, s'il y a un machin, quelqu'un qui va traverser au dernier moment. Il faut être vachement réactif. N'importe qui ne peut pas le faire. Et puis on a la responsabilité de bon nombre de personnes derrière. Donc ça demande une acuité terrible. Et il ne faut pas être un imbécile pour faire ça. Donc ce conducteur, cette conductrice de bus, si je lui apprends, elle va savoir. Au bout d'une matinée, là je m'arrête, là je reprends, là je freine, là je fais attention. Elle va trouver des correspondances avec son métier et elle va arriver à être synchrone. Bon, maintenant, il faut jouer. Donc commençons par jouer, puis après on verra, on en fera le jeu à la rythmo. Mais d'abord le jeu. Et j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de gens qui font les stages, de leur dire, mais laissez tomber cette idée du synchronisme, bon sang. Bien sûr, il faut l'aborder, bien sûr, évidemment, il ne faut pas parler quand la personne a la bouche fermée, oui, évidemment. Mais d'abord du jeu. Quel est le premier conseil que tu donnes à tes élèves, hormis ce que tu viens de dire? Oui, d'abord ça. Et puis, allez-y, soyez vous-même et allez-y. Je veux d'abord voir quelqu'un qui est une personnalité, quelqu'un, même parfois quelqu'un de très effacé, c'est une personnalité. Ça ne veut pas dire crever l'écran, ça ne veut pas dire être, bouffer du micro, mais je veux de la chair. De l'humain. De l'humain. Voilà. Si c'était à refaire tout, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Oui, comme j'ai dit, je changerais tout. Pour pas faire 2 fois la même chose. On va pas s'emmerder 2 fois dans la vie à faire le même parcours, enfin. D'accord, ok. Non, ça serait je m'en quiconnerais, non. Ok, bonne réponse. La qualité d'une interprétation est souvent perçue par le prisme de la subjectivité. C'est quoi pour toi un bon comédien? Oh, là. Quelqu'un qui amène la chair? Pas forcément. Il y a aussi parfois des gens qui sont des purs esprits et qui peuvent me toucher. Je sais pas, quelqu'un qui surprend. Qui surprend à chaque fois. On parlait de Tortoro, de Holman et tout ça. C'est toujours des trucs là où on s'y attend pas. Bon, enfin, ouais. Un début de réponse. Bon, c'est un début. C'est déjà très bien. Alors, il y a quelque chose sur laquelle je m'interroge. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Les années passent, les générations se succèdent, la technologie évolue. J'avais la semaine dernière Tom Troufier
qui me disait que les problématiques des séries pour ados avaient changé depuis une dizaine d'années, avec notamment l'explosion des réseaux sociaux. Mais pour moi, ça c'est la forme. Fondamentalement, est-ce que les problématiques humaines et sociales ont évolué dans le divertissement depuis 40-50 ans ? Oh, je pense, oui. Ah oui. Un enfant, un collégien de 73 N'a plus rien à voir. n'a plus rien à voir avec. Rien à voir. Et puis les œuvres... oui, non. On parle pas des coupes de cheveux et des pantalons à non, pas de def. Hein. non. Les Ouais, problématiques sont totalement épouses de plus... Enfin, sont plus près de des problèmes sociétaux, oui. D'accord. Ah, oui. Tu vois, je voyais les choses... Pour moi, un enfant, c'est un enfant. Et un enfant qui se fait harceler, par exemple, par des camarades de classe en 73, et un enfant qui se fait harceler aujourd'hui, je vois pas la différence. Bien sûr, mais on n'en parlait pas en 73. Non, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Que là, enfin, je sais pas... Mais ça change pas la problématique, tu vois. Ah non, la problématique est toujours la même. Mais je veux dire que les œuvres sont peut-être plus proches des sujets sociétaux qui posent problème. Effectivement, dans les années 70, comme tu disais, une coloc, c'était forcément avec des Apollons et des Bimbos. C'était forcément ça, tu vois. Là, maintenant, ça ferait au contraire. Maintenant, oui, c'est plus proche de la réalité. C'est plus proche de la réalité. Et d'une réalité qui est mouvante. Donc, ça paraîtra très désuet dans 30 ans aussi, ce qu'on fait. Là aussi, tu vois, quand on dit, mais la recherche de naturel... ah oui, mais attends, ils jouaient comme des... voilà, dans les années 70, les gens jouaient comme des quiches. Oui. À l'heure actuelle, j'aurais plus mal aux dents dans 30 ans, mais tu pourras interviewer d'autres personnes qui jugeront la notion de naturel telle qu'elle est perçue aujourd'hui par dans l'art dramatique. Intéressant. Forcément, ça change, ça évolue, et les comédiennes ou les comédiens qui passent les générations et qui sont surprenants, pour en revenir à ce terme-là, comme au premier jour, tu les vois, tu dis, mais ça date, ça a 70 ans, 80 ans, ce film. Et j'ai l'impression qu'il l'a tourné hier. Ben c'est ce que je te dis, en fait. J'ai l'impression quand on parle des choses qui changent, qui ne sont plus les mêmes, on parle de la forme. Mais les problèmes fondamentaux, les êtres humains, c'est les mêmes depuis des millénaires. On a les mêmes problèmes fondamentaux qu'on avait, tu vois. Oui, mais qui n'étaient pas abordés dans les années... regarde tout ce qu'il y a eu sur les guerres du Vietnam, tout ça. Ça a été énormément documenté. Tu vois, ces problèmes-là, ça avait trouvé un écho oui, dans alors le dans cinéma. ce cas-là, oui. Mais là, on parle plus, pour moi, c'est plus du thème que des... je vais essayer de trouver quelque chose de plus précis, mais comme je te disais, je te parlais du gars... un policier qui arrête des bandits dans, je sais pas quoi, French Connection ou ce que tu veux. Un policier qui arrête des bandits en 2024, c'est la même chose. Tu vois, c'est juste les fringues et la coupe de cheveux qui va changer, mais la problématique est la même. Les êtres humains, il y a toujours un méchant, un gentil, même si c'est présenté un peu différemment, c'est la forme là qui change, tu vois. Ça va être plus une série télé aujourd'hui, parce que la qualité est plus déplacée là qu'un film. Mais, tu vois, on parle encore de la forme pour moi. J'ai du mal à... Parce que j'arrive à être touché... Écoute, j'ai rattrapé mon retard de... Il y avait plein de classiques des années fin 60, début 70 que j'avais pas vu. Marathon Man, le lauréat. J'ai adoré le lauréat. Ouais. Pourquoi ça me touche autant aujourd'hui alors que le film, il a 50 ans ? Tu vois ? Pour moi, c'est parce que c'est une histoire universelle. Et donc, bien sûr.
Voilà. Et donc pour moi, le fond ne change pas. Bien sûr, là je te rejoins tout à fait. Parce que ça a touché pile la corde voilà, qui a marché dans les années 60, qui te touche là et qui, espérons-le, touchera. Mais ça, c'est excessivement rare. Ah ouais, ok, d'accord. D'accord. Excessivement rare. Les œuvres ou Passe les les âges. artistes qui passent les âges. Et voilà, où tu dis, mais c'est indémodable. Mais bon, le lauréat. Lauréat, Je oui. me suis mais poilé, c'est divinement joué, c'est. Mhm. Et ben, toi, mettons, l'autre soir, j'écoutais à la radio, c'était un extrait des frères Karamazov. Ouais. Et j'écoute, et je me dis, mais le comédien, mais c'est prodigieux. Et un très bon son, tout ça, je me dis, bah, donc ça, c'est un truc récent. Et je cherche des voix un peu, je pense Hervé Pierre, je pense, voilà, des... Et puis non, je me dis, c'est pas tout à fait ça. C'était Pierre Brasseur. Oh. Et ils avaient remasterisé tout ça. Donc D'accord. le son était impeccable. Donc tu avais l'impression que ça venait d'être enregistré. Et je te jure, tu te dis, mais Pierre Brasseur, ça commence à dater. Hein, c'était dans les années 50, je crois. Ouais. Et tu te dis, c'est d'une simplicité. Là aussi, tu te dis, bah, moi je l'ai lu hein, en livre audio. Et tu dis, oui, c'est une sorte de simplicité, de lâcher prise. Et là, bah, c'est transgénérationnel, ça. Bah ouais. T'écoutes ça, les bras t'en tombent, et puis le texte te parvient, mais avec une modernité. Bah, mais peut-être que c'est le trait des grandes œuvres. J'ai croqué la filmographie complète d'Alfred Hitchcock quand j'ai fait mes études de cinéma. Je me suis régalé. Il y a peu de alors oui, effectivement, il y en a 2-3 où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, machin, mais de manière générale, j'en ai pris plein les yeux. Ouais. Et puis j'ai vu Psychose comme les gens ont vu Psychose à l'époque. Citizen Kane, j'ai adoré. J'ai trouvé ça d'une modernité incroyable. 1941, je l'ai vu en 2001, tu vois, donc quelques années plus tard quand même. Et j'étais touché. J'imagine comme on pouvait l'être à l'époque. Enfin, bon, peut-être qu'effectivement on parle des œuvres exceptionnelles, je sais pas. Il y a des êtres qui nous portent, il y a des œuvres qui nous transportent. Pour toi, quelles sont-elles? Les œuvres qui te transportent. Des livres? Ah bah des livres, oui. T'as des livres de chevet? Et bah, j'en ai plein, oui, que je Relis? je relis, je dis parfois pour les spicilèges, je suis obligé de relire et de lire et de me tenir au courant et de lire. Voilà, et alors moi j'ai un problème, c'est que je suis un lecteur, je lis lentement. Alors il y a deux choses, quand je lis pour moi, je lis vraiment lentement, mais j'ai appris à lire un petit peu plus vite. Et c'est très intéressant, c'est un exercice que j'aurais jamais cru que pouvoir y arriver à lire, je pense un peu comme peut-être des lecteurs de maisons d'édition, tu lis Un peu en petit diagonale, peu en c'est ça? diagonale, ou Ouais. je sais pas, alors... Parfois, ça, j'y arrive très bien, quand j'ai l'esprit très, très clair, le matin. J'adore lire le matin, parce que là... donc, j'ai appris un petit peu à lire comme ça, de façon un peu instantanée, comme ça, en photographiant. Mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère lire. Je suis un lecteur très, très lent. Mais j'ai des livres un peu partout. Tout le temps. Ah ouais. Tu t'en sers comme pour porter les tables? Non, parce que voilà, j'ai des bibliothèques dans toutes les pièces, et mon plaisir, c'est quand j'ai rien à Les faire, parcourir? c'est de ranger les bibliothèques, Oui. chose qu'on arrive Jamais à faire. selon Pérec. Jamais on ne peut arriver à ranger une bibliothèque, c'est impossible. Mais c'est un plaisir de fin gourmet. Et là aussi où tu es toujours insatisfait, tu dis non. Ouais. C'est Par ordre pas comme ça. alphabétique, Ah, par tout essayé. éditeur, par couleur. Oui, bien sûr. T'arrives à prendre autant de plaisir en relisant un livre que t'as déjà lu 3 fois, 4 fois? Oui. Mais je le fais relativement peu. Je le fais dans le cadre des spécialistes, mais je ne relis pas tout. Alors c'est drôle la mémoire, parce que parfois, je cherche, je me dis, dans tel livre, il y a tel moment, il se passe ça.
Et dans un bouquin de 300 pages, on arrive à retrouver. Wow. Ouais, grosso modo, hein, alors c'est pas à la page près. Ouais. Mais tu sais que c'est dans le premier tiers. Tu sais que... Enfin, parfois, il y a des images, mais c'est fou, la mémoire. Tu sais, mais je suis sûr que c'était sur une page de droite. Ouais, t'as une mémoire visuelle, alors. Ah, j'ai une mémoire visuelle. Et alors, je trouve ça... alors, ça marche pas à tous les coups, évidemment. Mais de temps en temps, tu dis, mais attends, ça, c'est un truc que j'ai lu il y a 20 ans, et... Ah oui, ou c'était vers la fin, ou c'était... Voilà, grosso modo, on arrive à... Tu la travailles, la mémoire? Oui, c'est un muscle qu'il ne faut pas lâcher. Donc j'essaie déjà de lire beaucoup et puis d'apprendre. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on apprend moins vite. J'avais une très très bonne mémoire et j'étais capable d'apprendre un texte en quelques jours. J'ai une très bonne mémoire et je m'aperçois que ça devient plus difficile avec l'âge. Ça demande plus de temps. Tu manges du poisson? Je mange du poisson, j'ai essayé tout, mais... Non, mais c'est vrai qu'on perd un peu. Donc je m'efforce parfois de lire ou d'apprendre un poème. Voilà. Pour la faire travailler, bien sûr, pas perdre. Alors en conclusion, quand on a la jolie carrière qu'est la tienne, qu'est-ce qu'on se dit quand on part travailler? Est-ce que c'est la routine ou est-ce que non, chic encore plus qu'avant? Je suis content. Oui, oui, il faut bien parler de la question d'âge, effectivement. Donc, comme on disait, pour moi, travailler, c'est merveilleux. C'est tout de même un travail qui est très agréable, très varié. Je travaille sur des choses très différentes. Je travaille la voix, je travaille des textes. Donc, ce n'est que du plaisir. Et puis, il y a un âge où on n'a pas envie de se faire suer. Et donc, voilà, je ne conçois pas de me lever le matin en prenant le métro et en me disant « Oh, merde !» Il y avait reculons. C'est hors de question. Ouais. Hein, donc, c'est toujours... Non, le temps devient, devient important. Hein, donc, tous les instants de plaisir que l'on peut avoir, ou de recherche, enfin de travail, qui est du plaisir, faut pas passer à côté. Voilà, et puis comme je te disais, si vraiment il y a des choses qui m'ennuient, on peut toujours dire « Mon cher, écoute, je suis désolé, je suis pas libre. » Alors là, vraiment, je suis désolé, hein. Je suis pas libre. Voilà. Donc, c'est une liberté énorme. Encore une liberté. Mais voilà, donc, quand je vais au travail, quand je travaillais, c'est un plaisir mais immense. Surtout que j'ai le bonheur de travailler avec des gens que j'estime profondément, où j'ai beaucoup d'amitié, de respect, et voilà, les gens avec lesquels je discute, et même en doublage sur des œuvres, quand on parle d'une œuvre pour essayer de la rendre au mieux possible, et j'ai la chance de travailler avec des gens de bonne intelligence, où on se comprend, où on peut s'affronter, hein, on peut ne pas être d'accord, et on peut s'engueuler, mais voilà, on cherche le même port. Amsterdam. Merci Vincent d'être venu papoter. C'était un plaisir. Mathieu. Tout plaisir est pour moi. Allez, salut l'artiste.